Le trio économique est super content de vous présenter son premier commanditaire, l'avocat Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière fiscale, Jean-Sébastien, c'est le gars qu'il vous faut. C'est un avocat, un fiscaliste. Il vous offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat, de vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale et aussi pour résoudre des litiges fiscaux. Il offre un accompagnement spécialisé et personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales partout au Québec et même au-delà des frontières. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan, contactez-le au 514-866-3514. Bon épisode. Yes! Un gros podcast aujourd'hui. 204 slides de Pierre Desrochers. 205. 205. Oups. Ça va prendre 3 heures à peu près. Il y en a une qui s'est rajoutée. On parle d'appropriation culturelle avec 4 gars qui n'ont aucune idée c'est quoi qui s'est passé dans les 10 dernières années dans la culture québécoise. Fait que ça va être fantastique. Je sais plus pourquoi, Pierre, tu m'as écrit, tu me dis j'ai des trucs prêts pour ça si jamais ça vous tente d'en parler. Mais nous autres, il n'y a aucun sujet tabou dans le podcast, fait que c'est tout le temps une bonne idée de parler de. Mais vient d'où de l'idée genre de choses-là. l'appropriation? Mais ouais, c'est ça. Ben, tu vois, l'idée de l'appropriation culturelle, vous allez voir quand on va aborder les images, c'est une nouvelle forme de lutte contre le capitalisme. Donc, vous avez des gardiens des cultures traditionnelles qui sont exploités par majorité, minorité blanche, sans leur donner le crédit et tout. Et moi, ce que je fais, dans le fond, depuis une vingtaine d'années, j'enseigne le sujet, mais la façon dont j'ai commencé à aborder ça, c'est qu'au début, le gars qui m'a engagé, et je ne peux pas faire son accent, là, c'était un réfugié hongrois, il me disait « You teach globalization, you get me enrollment ». Fait que je voulais faire des cours. J'ai développé genre une séquence de 4 cours sur la mondialisation qui était très populaire au début des années 2000. C'est différent d'aujourd'hui. Mais je voulais faire quelque chose d'un peu différent de ce que tu avais dans un cours de Sciences Po puis dans un cours d'économie. Fait que j'ai développé à un moment donné, genre 3-4 heures sur la mondialisation et l'impact sur les cultures nationales et sur les cultures régionales. Et pour ça, au début, comme vous verrez plus loin, je me suis inspiré d'un des collègues de Vincent. Et au début, ce que je prouvais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de culture nationale. Tout est une synthèse. Il n'y a pas vraiment de culture qui a été isolée dans le passé, au cours au moins des 5 derniers siècles. Et puis pour la plupart, tu peux remonter il y a des milliers d'années. Ouais, ça fait 1 minute 50 que le podcast, il y a déjà du monde en crise. Il y a 8 caribous là, qui sont sortis de la cabane à sucre. Mais vous allez voir. En gros, le point qui pourrait être fait, par exemple, de ce que tu dis, c'est dans mettons, la culture québécoise, c'est quoi? Ben, c'est un amalgame de différentes vagues de gens qui sont venus s'installer. Exactement. À la fois, des Écossais, des Français, des Irlandais. Puis même les Français, au début, ils se comprenaient pas tous au Québec. Comme vous savez, les 3 régions d'immigration de la France, c'est l'Île-de-France, la région de Paris, la Normandie, puis le centre de la France. Donc, moi, du côté de mon père et de ma mère, les deux sont de la région de La Rochelle, là, si tu regardes les 2 branches. Puis au début, les gens de La Rochelle puis les gens de Normandie, pas sûr qu'ils pouvaient se comprendre. Donc, au Québec, il a fallu qu'ils empruntent des mots, qu'ils développent des choses. Et puis, on a développé certaines cultures. Ensuite, les Irlandais sont arrivés au niveau de la musique, la bouffe et tout. Donc, enfin, ça, toutes les cultures, dans le fond, sont des synthèses. Il n'y a pas de cultures qui ont évolué en complète isolation. Donc, juste pour faire une histoire courte, donc, les 10 premières années, les étudiants aimaient ça. Je prouvais que, regarde la culture au Japon, en Chine, en Amérique latine, ils ont tous des éléments empruntés d'autres cultures. Puis, à un moment donné, autour de 2014, l'appropriation culturelle est arrivée. Puis là, mes évaluations ont commencé à souffrir parce qu'au début, je m'en cachais pas. Je disais, l'appropriation culturelle, quel concept imbécile. Et il y a des étudiants qui n'ont pas aimé ça. Tu vois, la façon dont ça marche, les étudiants de bac, souvent, c'est qu'ils veulent quand même faire le même cours dans les différents cours qu'ils prennent. Fait qu'ils apprennent leur mantra dans certains cours, patriarchie, oppression culturelle, puis tout. Puis là, ils arrivent dans mon cours. Puis pour la plupart, c'est un choc. Donc, j'ai comme essayé de renforcer cet aspect-là depuis une dizaine d'années. Puis ce que je voulais faire aujourd'hui, moi, je pensais que l'appropriation culturelle, c'était un peu passé date, mais ça a l'air de revenir maintenant. Donc, je me disais, aussi bien montrer en quoi
le libre commerce, la mondialisation des idées, les échanges, tout ça crée une espèce de culture globale et que de vouloir s'enfermer dans le passé ou de croire qu'il y a des cultures complètement isolées, c'est un problème. Alors, je sais que c'est un sujet qui va très bien passer au Québec. Ouais. Dans tous les aspects du wokisme, celui que j'ai tout le temps trouvé le plus risible, c'est l'appropriation culturelle. J'ai jamais compris d'où est-ce que ça venait, puis j'étais là... Alors, tu vas apprendre des choses aujourd'hui, mon gars. Ah, boy, ça... c'est bizarre, j'ai l'impression que tu vas me surprendre. Peut-être. Ouais. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est juste pour mettre l'eau à la bouche des auditeurs. Là. La première partie va être un peu plus conceptuelle. Ça ne sera pas autant court que les cours de Vincent, là, mais on va introduire quelques notions de base. Puis les trucs vraiment controversés, donc les Autochtones, les nazis, puis les Schtroumpfs, ça va être dans la deuxième partie là, sur Patreon. Alors, vous verrez. Ça me... Les Autochtones, les nazis puis les Schtroumpfs. Ouais, c'est un triumvirat quand même assez intéressant. Donc, écoute, je partage sans plus attendre les 205 slides. Donc, on commence avec la première. Oui, alors la première, moi, évidemment, je vis dans un monde anglophone. Donc, qu'est-ce qui intéressait les gens au niveau de l'appropriation culturelle quand ça a vraiment commencé, mettons autour de 2014-2015, c'était des histoires comme le yoga. Est-ce que les femmes blanches, notamment, devraient faire du yoga si elles ont une conscience plus élevée, puis on veut pas s'approprier des choses qui viennent d'autres cultures. Et un truc ça vient de quelle culture, les pantalons de yoga? Justement, on va y venir. Ben, moi, je vais remonter beaucoup plus loin que ça. Puis tu vas voir, je ne parlerai pas des pantalons, mais je vais parler de choses qui risquent de vous surprendre un peu plus. Okay. Et le truc qui m'a vraiment causé problème avec certains étudiants, ou pour être franc, certaines étudiantes, c'est l'idée qu'il y a eu des cultures dans le passé, avant les jeunes femmes d'une certaine minorité, qui sont fait des tresses puis avoir des grosses boucles d'oreilles. Donc, je vais aborder le genre de sujets qui m'ont valu des évaluations et des problèmes. Mais est-ce que je cherche à mettre plein de formels sur ces sujets-là? Donc, moi, est-ce que tu as déjà donné un cours à l'université qui t'amenait pas de problème, Pierre? Pas vraiment, non. Écoute, j'essaie de compenser. Je veux introduire les étudiants à la beauté de la civilisation occidentale, tu vois, l'art, la culture. Et d'ailleurs, ce que vous ne verrez pas dans ma démonstration aujourd'hui, j'ai une composante très forte, très générale en musique, que je ne peux pas aborder, évidemment, pour le contexte dans lequel on est, puis en littérature aussi, là, dont je ne traiterai pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être des trucs un peu plus visuels qu'on peut montrer sur un PDF. Alors, bon, si tu vas aller à l'image suivante, Frank. Mais pourquoi on voyait Katy Perry là, dans le parce que ça a choqué du monde qu'elle se déguise en geisha pour un spectacle. Tu vois, oui, je sais, 3 gars blancs qui parlent de Katy Perry. Puis, tu vois, je vais vous montrer les efforts que je fais. Là. On va même parler des Kardashians à un moment donné sur une image. OK, bon, c'est parfait. Fait qu'on on avance. Bon, alors, je voulais juste me débarrasser des trucs plus universitaires au début. Donc, ce que tu entends depuis une dizaine d'années, c'est que qui ont été les premiers auteurs à s'intéresser à l'appropriation culturelle? Ben, le terme remonte à la thèse de doctorat de la personne que vous voyez là, Christie. Comme beaucoup d'Américains à l'époque, ses parents étaient missionnaires en Chine, revient aux États-Unis, écrit une thèse de doctorat sur l'influence de la philosophie orientale sur des proto-hippies américains du 19e siècle. Donc, si tu veux aller à l'image suivante. Et proto-hippies. Oui. Moi, je regarde sa face, puis un peu d'appropriation, ça y aurait pas fait de tort. Ouais, ça va être long aujourd'hui. Donc, c'est ça. Si vous avez jamais entendu parler des transcendantalistes, c'est un mouvement qui commence au Massachusetts des années 1830. Et moi, je me suis intéressé à eux, pas nécessairement à cause de la philosophie puis des auteurs qui sont peut-être connus. Là. En haut à gauche, vous avez Louisa May Alcott, qui est un peu la version américaine de Jane Austen. Vous êtes un peu plus jeune, je présume que vous n'avez pas eu à souffrir des films de Jane Austen et puis de Little Women et puis ces choses-là quand c'était populaire dans les années 90. Certains d'entre nous n'ont pas pu s'en sauver, donc c'est comme ça que je connais Louisa May Alcott, là, Little Women. Mais ce qui est intéressant avec les transcendantalistes, c'est qu'ils s'inspirent notamment du romantisme allemand, là, qui est un peu, si vous voulez, la racine du mouvement environnementaliste moderne, et ils faisaient la promotion de l'achat local, de la bouffe locale. Donc, ils ne voulaient pas manger de riz, ils ne voulaient pas parce que c'était produit trop loin de chez eux. Puis, moi, ce qui m'a toujours fasciné avec les transcendantalistes, c'est que dans le fond, ces mouvements-là ne peuvent exister que dans des sociétés prospères parce qu'avant de retourner à la Terre, il faut d'abord que tu l'aies quitté. Fait que dans le fond, c'est une gang d'intellectuels. C'est une gang d'intellectuels de Boston qui veulent donner des cours à la campagne
et où ils vont tout partager, tout va être mis en commun, et qu'est-ce qui arrive après 1 an ou 2? Bien évidemment, ça attire toutes sortes de paresseux qui ne foutent rien, puis les problèmes d'incitation typiques là, des essais socialistes et communistes de l'époque. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils sont beaucoup inspirés de la philosophie indienne à l'époque, le Bhagavad Gita, ces choses-là. Donc, la thèse du gars que tu voyais avant, Christie, notait l'influence de certaines philosophies orientales sur ce que j'appelle des proto-hippies américains des années 1830-1840. Donc, c'est là que ça commence le temps d'appropriation culturelle. Alors, ça peut aller à l'image suivante. C'est ça ce qui est tout le temps surprenant avec Pierre, c'est que tu penses que tu as un phénomène très récent qu'on discute dans les médias. Lui, il dit donc, le premier à en parler est né en 1847. Moi, tu vois, c'est pour ça que je suis pas inquiet de ChatGPT puis ces choses-là. Il n'y a personne vraiment qui peut reproduire ce que je fais. C'est trop bizarre. Là. Fait que, mais ce qui a rendu le concept d'appropriation culturelle, faites-vous-en pas, on va sortir du monde universitaire vite, là, puis on va parler de choses plus intéressantes bientôt, mais j'ai quelques petites flèches à décocher avant. Donc, c'est le gars que vous voyez là, Edward Said. Donc, sa famille est du Moyen-Orient, mais lui, c'est un chrétien qui a vraiment grandi dans la misère. Tu sais, son père, il a payé des études à Princeton, puis à Harvard, puis ensuite, il a été à Columbia là, pour l'ensemble de sa carrière. Donc, lui, évidemment, c'est lui qui commence à amener la notion de colonialisme. On a pillé l'héritage culturel des gens des minorités opprimées là, par le colonialisme. Et dans le fond, il commence à transformer la notion d'appropriation culturelle de ce qui était historiquement du vol d'œuvres d'art dans certains pays moins développés à la critique des produits créatifs. Donc, s'inspirer d'autres cultures, ça commence à être vu comme une mauvaise chose, en grande partie à cause d'Edward Said. Mais ce qui est intéressant, puis ce qui n'est pas souvent mentionné, c'est que historiquement, ce que vous voyez dans les musées, en tout cas les Britanniques, quand ils étaient en Égypte, la façon dont ça marchait, les musées, puis ce qu'on ne comprend pas trop aujourd'hui, c'est que tu avais typiquement un riche aristocrate qui finançait des fouilles, et ce qu'il trouvait, c'était partagé genre moitié-moitié entre celui qui avait financé les fouilles puis le gouvernement égyptien. Puis le gouvernement égyptien, qui était semi-autonome à l'époque, ça ne les dérangeait pas parce que tu as eu des pilleurs de tombes pendant des milliers d'années, puis tout ce qu'ils trouvaient, c'était genre des pots de terre cuite, des sandales en osier, puis le genre de statues que tu peux voir dans les musées, jusqu'à temps qu'ils trouvent la tombe de Toutankhamon. Fait que là, le gouvernement égyptien a changé des règles, puis ils ont dit non, ça ne sort pas d'Égypte. Fait que tu vois, quand on accuse les musées aujourd'hui d'avoir volé des choses dans ces pays-là, il y avait des ententes avec les gouvernements en place de l'époque, puis quand il y a eu des trouvailles vraiment intéressantes, Toutankhamon, ils ont ce que tu dis là, c'est le discours. Ce que tu viens de dire, là, c'est le discours dominant. Là. Moi, je suis allé au British Museum, puis il y avait une petite plaque à un moment donné écrit genre veuillez acknowledge, je ne sais pas comment on traduit ça, là, mais veuillez vous repentir du fait que tous ces objets ici ont été volés à des gens un peu partout dans le monde et témoignent de l'impérialisme anglais. Puis, c'est juste un fouet pour t'auto-flageller. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est juste s'il n'y a pas un fouet à côté du truc de Purel pour t'en donner 3-4 coups là, avant de rentrer dans le musée. Exactement. Non, bon, moi, je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu là, dans certains endroits, mais en Égypte, en tout cas, ça a toujours été très clean. Donc, au moins, des antiquités égyptiennes que tu vois, en règle générale, il y avait des ententes. Puis, à ce que j'en sache, là, de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, ça a été respecté. Voilà. Parfait. Bon. Mais bon, je ne sais pas trop ce qui se passe au Québec, alors je me suis dit, bon, j'ai quand même un modicum de conscience professionnelle, là. Je ne pourrai jamais être un Pierre Martin ou un Charles-Philippe David, fait que je vais au moins faire un feu d'effort pour préparer mes chroniques. Fait que j'ai regardé qu'est-ce qui s'est écrit au Québec sur l'appropriation culturelle. T'aspires pas à être membre de la chaire Raoul. La chaire Comment t'appelles ça, la chaire Raoul, là? Ouais, non, je peux pas dire l'autre nom, là. Bon, ça n'a aucun sens comment vous n'êtes pas suivi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est dur à croire. Mais je pense que je suis l'effet civilisateur dans ce podcast-là. Pas tout dire, moi, avec ça. C'est vraiment à dire beaucoup, ça. Que non, ça mais tu vois, David, petite parenthèse, moi, quand tu traites Tulsi Gabbard de folle, là, je m'excuse, à un moment donné. En tout cas. Oui, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, j'ai vu, je connais pas l'auteur ici qui a peur de l'appropriation culturelle, puis j'ai vu que Robert Lepage s'est mis dans le trouble. Pas vraiment au courant, mais si on peut aller à l'image suivante, j'ai quand même fait un effort. Parce que quand je vous dis que j'ai fait un effort, vous allez voir. C'est quand même drôle, le manteau avec les mains, c'est tonton. Je trouvais ça vraiment... Ouais, ça a été reproduit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait notamment? Ben, je me suis rappelé du temps que la presse était un bon journal. Donc, j'ai lu des chroniques de Lisiane Gagnon là, sur le yoga qui trouvait que c'était exagéré. Puis, ensuite, ce que je savais...
Ensuite, ce que je ne savais pas, c'est que Nathalie Petrovski a fait un documentaire d'1 heure sur l'appropriation culturelle en 2021. OK, je pensais que tu allais nous dire que Nathalie Petrovski avait fait 1 heure de yoga en direct à TV. J'étais pas sûr. Wow. Fait que je me dis au début, je vais-tu l'écouter? Puis bon... Fait que je me suis dit, avant de me taper le documentaire d'1 heure, la première chose qui se pointe, c'était une entrevue de 10 minutes à radio. Et puis, assez laissé lousse. Et puis, c'est là que j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où ce qu'elle disait, c'est que, bon, vous avez des diversitaires subventionnés qui n'ont jamais rien créé de leur vie, qui se plaignent des créations d'artistes, mais s'ils avaient créé quelque chose dans leur vie, ils comprendraient que tu ne peux pas créer sans emprunter ou bâtir sur des choses qui existent déjà. Fait que moi, c'est pas fou comme information, ça. Ben, c'est ça, exactement. Fait que moi, j'écoute ça 10 minutes, je me suis dit, bon, coudonc, son documentaire va peut-être être intéressant. Mais non, quand je dis que c'est laissé là, c'était après que son documentaire a été publié. Fait que dans le fond, je sais pas, je suis sûr que vous l'avez vu quand c'est sorti, là, mais au cas où que peut-être pas. L'essentiel de son documentaire, c'est d'interviewer sa gang de chums là, du milieu artistique subventionné à Montréal. Puis elle commence, elle dit, au Québec, on est gentil, on est ouvert d'esprit, on fait toutes sortes de choses, on aime les Roms, on aime, bon, pourquoi vous êtes si méchants avec nous? Fait que là, elle va interviewer ensuite 2 artistes diversitaires subventionnés qui sortent, bon, la rhétorique de l'appropriation culturelle. Puis tu regardes, puis t'es pas sûr qu'ils y croient, mais moi, en tout cas, mon interprétation un peu cynique, c'est que contrairement à dans une économie de marché où toutes les transactions sont gagnant-gagnant, quand tu te bats pour la même tarte de subvention du gouvernement, tu as intérêt à jouer tes cartes parce que si toi, tu as tes subventions, il y a d'autres qui n'en auront pas. Fait que, il y a une moi, quantité limitée de buzzwords peuvent être subventionnés. Exactement. Fait que moi, je pensais qu'elle aborderait un peu la dimension créativité dans son documentaire, mais elle ne l'a pas fait. C'est juste de dire au Québec, on est gentil, on est ouvert d'esprit, pourquoi vous êtes si méchants avec nous? Mais comme je te dis, la petite entrevue que j'ai trouvée où elle s'est laissée lousse, là, j'aurais aimé ça qu'elle pousse cette idée-là. Fait que vu qu'elle ne le fait pas, ben, me voici. Alors, on va continuer. S'il te plaît. Bon. Alors, moi, quand je vous disais, je pensais que l'appropriation culturelle était un peu passée date. Là, genre, tu avais eu un pic un peu avant la COVID, puis que c'était un peu plus tranquille depuis, mais non. Et ça a l'air de vouloir revenir. Alors, je sais que maintenant, votre show, ou en tout le moins Joey, a une relation particulière avec, comment est-ce que ça s'appelle, Marie-Louise Arsenault? Là? Oui, c'est son amie Marie-Louise. Ben, voilà, son amie Marie-Louise. Alors, moi, je leur ai trouvé un invité idéal, s'ils ne le connaissent pas déjà, là, Kémaïs Benlakidar, quelque chose d'autre en bas, là, que je ne peux plus lire ici parce que l'image est trop petite. Mais lui, c'est ça, il vient de sortir sa thèse de doctorat à la Sorbonne là, sur l'appropriation culturelle dans le milieu de la mode. Et tu vois que c'est un penseur... Mais lui, son afro, c'est correct. Y avait-tu le droit de le... Ah, ben c'est ça. Mais non, mais tu vois, lui, c'est un penseur profond parce qu'il y a toutes sortes de photos où il regarde le plafond, où il regarde l'horizon. Fait que vraiment, ça dit quelque chose. Fait que, okay. Le truc est sous-titré « Histoire, domination et création aux origines du pillage occidental ». Exactement. Puis écoute, c'est une thèse c'est basé sur sa thèse de doctorat à la Sorbonne qu'il a mis sur son site Instagram et tu vois la page couverture de sa thèse qui est en haut à droite. Donc, lui écoute, son livre est 32$. Je pense que les productions Yann et Frank ne me payent pas assez pour que je recommande le livre. Fait que j'ai écouté quand même plusieurs entrevues. C'est tous les mêmes clichés que t'entendais, là, genre il y a une dizaine d'années. Ben, au moins, il les a traduits en français si c'était pas fait. Là, donc des exemples, mettons, là, pour les gens là, qu'on entendait beaucoup, tu avais l'histoire que, bon, c'est pas fin, les femmes québécoises ou américaines qui vont en voyage puis qui reviennent avec des tresses. Là, ça, c'est offensant pour la culture. Tu as eu... c'était quoi aussi l'histoire? Tu as eu, même au Québec, là, une espèce de polémique alentour des costumes d'Halloween à un moment donné, là, que les écoles voulaient plus que des jeunes, mettons, se déguisent en Mexicains là, avec des chapeaux puis des petits vêtements fleuris, puis évidemment, tu as des formes un peu plus extrêmes de ça là, qui sont plus condamnées, comme genre les blackface et autres, là, mais je ne sais pas si on rentrerait ça dans le même... Mark Carney qui mange une poutine, c'est-tu l'appropriation culturelle? Culturelle, exactement. On va y venir. Quand je le dis, là, je veux juste me débarrasser du truc universitaire au début, là, pour montrer quand même qu'on introduit des concepts, mais on va aborder des choses plus intéressantes. Alors moi, ce que j'aurais aimé regarder son livre, ne serait-ce que La table des matières, pour voir s'il a regardé l'appropriation culturelle de l'autre côté. Donc, à l'époque, en termes de mode, tu as les Européens qui s'inspirent en partie des histoires orientales, puis on va y revenir.
Mais le Japon s'ouvre, la Chine se modernise, puis à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Japon, bon, à partir de 1868, le Japon, qui était essentiellement un pays fermé, s'ouvre et ils décident de changer complètement leur système. Donc, ils importent les systèmes d'éducation européens, dont notamment les uniformes. Les uniformes de filles, c'est inspiré des uniformes des marines militaires de l'époque, comme vous voyez. Puis les uniformes de gars, c'est inspiré des uniformes de l'armée prussienne. Donc, puis les Japonais, évidemment, s'empruntent toutes sortes de choses. Donc, je ne sais pas si votre génération a lu le Lotus bleu de Tintin, entre autres, et vous voyez qu'à l'époque, les Japonais sont très modernes. Il n'y a pas beaucoup de Japonais qui portent des kimonos dans Tintin. Là. Ils portent tous de la mode occidentale. Et puis, bon, on parlait tantôt de l'influence des philosophies orientales sur des intellectuels en Nouvelle-Angleterre, mais bon, à leur grand détriment, les Chinois ont tous importé le communisme, là, qui tant qu'à moi est une forme d'appropriation culturelle dont on ne parle pas assez et dont il se serait sans doute bien passé. Donc, je ne veux pas aborder ça, mais le problème que tu as avec la Chine et le Japon, tu peux dire qu'à l'époque, oui, ils sont plus pauvres, mais à un moment donné, quand ils deviennent plus riches, disons que je ne sais pas moi, que des Grecs ou des Portugais, c'est-tu encore permis de le faire ou est-ce que ça devient de l'appropriation culturelle? C'est vrai, pareil, avec le communisme, on y pense pas, mais c'est un truc spécifiquement européen qui est arrivé en Russie, mais qui s'est répandu en Chine, au Vietnam et en Afrique, en Amérique latine. Voilà, donc tant qu'à moi, c'est ça. Dans ce cas-là, je suis contre l'appropriation culturelle. Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu es en train de faire un bon argument contre l'appropriation culturelle. C'est ça. Mais bon, je me suis dit, c'est quoi la définition typique? Là? Mettons que je suis à l'émission mettons qu'ils invitent Karim, enfin, peu importe son nom, là, à l'émission d'Arsenault. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, selon les gardiens, ça c'est moi, là, les gardiens de la pureté culturelle, on va y revenir un peu plus loin. L'appropriation culturelle est l'utilisation des codes, traditions, tout élément esthétique d'une culture autre que la sienne. Donc, les cultures vraiment sont séparées. La plupart du temps, cette appropriation est faite par une personne issue d'une culture dominante à des fins de profit. C'est pour ça que c'est mauvais, parce que c'est du capitalisme. C'est la justification pour l'avoir dans un trio économique. Là, je veux dire. Tout le temps un communiste qui est caché en arrière des pires niaiseries pareilles. Hein. Ouais, ben c'est exactement ça. Et eux, ils sont. Parce qu'évidemment, c'est comme de dire que certaines minorités ne peuvent pas être racistes, parce qu'il y a juste les Blancs qui peuvent être racistes. Mais l'appropriation culturelle, c'est juste mauvais quand ça marche d'un côté, puis quand des gens essayent de faire du profit. Donc, dans le secteur de la mode, les créateurs empruntent des éléments d'autres cultures pour faire des profits sur le dos des us et coutumes sans mentionner l'origine de la mode en question. Donc, on a à peu près fini avec la portion plate. Là. Donc, un truc, je ne sais pas si ça avait fait manchette au Québec, mais ce qui a longtemps été mentionné, enfin, genre 2015, 2016, 2017, là, les gens qui font de la mode s'inspirent toujours historiquement de ce qu'ils voient dans la rue. Alors, ça n'a pas été différent dans ce cas-là. Dire, c'est inspiré de ce que les jeunes Chinoises faisaient à l'époque. Mais tu regardes, est-ce qu'ils sont inspirés? Est-ce que c'est vraiment chinois à l'origine ou est-ce que les Chinois ne l'avaient pas emprunté à d'autres? Ça n'a jamais vraiment été mentionné. Mais on a eu quelques groupes de musique au Québec aussi, hein, qui empruntaient des chansons à d'autres, les traduisaient puis faisaient comme si rien n'était. Ouais, les Classels, dans le fond, c'était du monde qui faisait des... Renan Gélil avec les Baronnets. Ouais. Tu parles d'un salaud avec son appropriation culturelle. Je suis vraiment surpris que des gens de votre génération connaissent ça. Okay. Ben écoute. Ouais, non, toi, t'es un musicien, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait qu'au début, tu te dis, bon, les costumes d'Halloween puis tout ça, bon... Je trouve que c'est niaiseux, mais c'est à fait du monde. Sauf qu'à un moment donné, il commence à s'attaquer à des trucs beaucoup plus importants. Question de perspective, peut-être. Il y a eu, à un moment donné, des campagnes pour interdire l'Acmé, un opéra français. Même si vous ne connaissez rien à l'opéra, vous connaissez le duo des fleurs. Là, même si vous ne savez pas ce que c'est un air que vous allez connaître parce que c'est utilisé dans un paquet d'annonces puis tout. Fait qu'on voulait l'interdire. Mais l'histoire de l'Acmé, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Français qui a composé ça. L'inspiration originale, ça vient d'un officier français qui est à Tahiti. Pas Haïti, là, mais Tahiti dans le Pacifique, mais il transpose ça dans le contexte colonial britannique. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais tu as eu des campagnes à un moment donné pour canceller l'Acmé, puis le duo des fleurs, qui est une des petites chansons d'opéra les plus connues de l'histoire. Donc là, ça commence à faire. Là. Enfin, tant qu'à moi, on peut continuer. L'image suivante. Ensuite, Picasso. Les gens sont attaqués à Picasso. Pourquoi? Parce que en 1907, Picasso vit à Paris, puis à un moment donné, un jour, il va au musée d'ethnographie du Trocadéro, là, le nom est à peu près comme ça. Ouais. Il voit des masques africains, puis là, ça change sa vie, puis tu as les Demoiselles d'Avignon, puis tu as le cubisme, là, fait que, bon, Picasso s'est approprié l'art africain, mon Dieu, quelle horreur.
OK, fait que si t'es blanc, en tout cas européen, tu ne dois peindre que des choses qui représentent l'Europe. C'est ça, je Exactement. comprends? Ça a l'air que OK. tu peux pas peindre des prostituées avec des visages en forme de masque africain. Là. OK. Enfin, à l'époque, les gens étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui, il faut croire. Voilà. Ensuite, il y a eu Il n'y a des pas attaques. un gars, nous autres, qui a mis une banane sur un mur avec du scotch tape et a vendu ça genre full cher. Là. Ouais, C'est de l'appropriation culturelle. Il n'y a pas de banane qui pousse en Europe. Exactement. Ah. Puis un autre truc, vous connaissez, c'est peut-être moins connu, là, surtout au Québec. Il y a eu un mouvement d'architecture néo-maya, là, surtout en Californie. Il y a un siècle, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui faisaient des recherches au Guatemala, au Yucatan, puis ailleurs, envoyaient des images, des artefacts. Fait que tu as des architectes comme Frank Lloyd Wright, puis d'autres qui ont commencé à copier l'architecture maya parce que ça s'adaptait bien aux constructions de béton à l'époque. Tu peux reproduire le même motif relativement facilement avec des blocs de béton. Puis, tu as eu tout un mouvement qu'on appelle le Néo-Maya Architecture, l'architecture néo-maya. Et là, les gens se sont rendus compte, mon Dieu, quelle horreur, comment tu pu faire ça? Si tu peux aller à l'image suivante. Ce qui est intéressant avec Wright, c'est qu'il y en a fait non seulement à Los Angeles, mais aussi à côté du palais impérial à Tokyo. Fait que son hôtel n'a pas duré très longtemps parce qu'ils l'ont construit au début des années 20, un tremblement de terre, puis ensuite, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements de Tokyo, là, il a fallu qu'ils le démolissent, puis aujourd'hui, l'hôtel impérial n'a plus l'air de ça du tout. Mais quand même, Lloyd Wright avait construit un hôtel de style néo-maya à côté du palais impérial à Tokyo, puis ça n'empêchait personne de dormir à l'époque. Là. Ben, c'est ça, c'est que c'est toutes des affaires que tu présentes dans l'instant où, sur le coup, il n'y a personne qui est offusqué de ça. C'est comme des années plus tard, finalement, que le scandale, entre guillemets, apparaît. C'est ça, c'est comme Justin qui s'excusait toujours de ce qui est arrivé il y a un siècle sans jamais s'excuser de la façon dont il traitait ses ministres autochtones ou autre chose. Là. Bon. Fait que, j'étais en train de faire des recherches. Moi, j'écoute les Sons of Anarchy avec les kids ces temps-ci. Puis là, il y a les Mayans là-dedans comme groupe de motards. Là. Fait que là, je commence à penser qu'ils sont coupables eux aussi. Ben oui. Mais on va parler des Autochtones un peu plus tard aussi, de voir jusqu'à quel point est-ce qu'on voit aujourd'hui comme les cultures traditionnelles autochtones ont été profondément influencées par des choses que vous ne soupçonnez peut-être pas. Donc, vous avez les questions habituelles ici, là, des gens qui disent que, voyons, non, c'est bien niaiseux comme concept, l'appropriation culturelle. Donc, on va aborder notamment le cas d'une jeune Américaine qui portait un costume chinois des années 30. Les Chinois en Chine trouvaient ça bien cute. Les Blancs en Amérique du Nord, pas tant que ça. Justin, s'es-tu vraiment fait critiquer? Puis t'as toujours l'argument de la création. Comment tu peux créer sans emprunter? C'est impossible. On va y venir au processus créatif. Donc, voilà. OK, donc moi, ce que je voulais faire, c'était m'attaquer à un truc en particulier parce que, Petrovski, puis Lisiane Gagnon, puis les autres, c'est toujours, la liberté d'expression, puis évidemment, moi, je suis un absolutiste là-dessus, mais je voulais aller un peu plus loin que juste de dire, ben oui, mais si ça te dérange, écoute, c'est ta liberté, ton droit d'interdire s'arrête ou ma liberté d'expression commence ou tout ça. Ben, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment plonger dans l'histoire et justement d'illustrer que tu n'as pas de culture pure là, qui ont existé sans emprunter à d'autres cultures, souvent de façon qu'on connaît pas vraiment. Donc, l'argument numéro 5 ici que vous voyez, la méconnaissance de l'histoire et de la symbolique, là, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on emprunte, on fait des choses arrivant. Moi, je veux montrer que les gens qui défendent des cultures pures ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, voilà. Autrement dit, un truc qu'on pourrait considérer comme étant de l'appropriation d'un pays ou d'une culture X, en réalité, ça ne vient pas d'eux autres. Eux-mêmes l'ont pris à quelqu'un d'autre qui l'a pris à quelqu'un d'autre. Et ils ont recombiné toutes sortes de choses. Ouais. Mais j'aime le petit lien que tu fais sur les droits d'auteur. Dans le fond, c'est comme si on essayait d'implanter un régime de droits d'auteur, mais au niveau national, puis au niveau aussi qui date un peu. Tu sais, on le sait, là, les œuvres classiques, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, par exemple, sans payer de droits d'auteur parce qu'il a dépassé 50 ans, quelque chose comme ça. 50, 75 ans, mais justement, tant qu'ils sont blancs, aujourd'hui, ça dérange. Dans le passé, tu fais emprunter de n'importe qui, mais aujourd'hui, avec l'appropriation culturelle, même si tu n'as pas de copyright, si c'est quelqu'un d'une autre culture, est-ce que tu peux vraiment, en tant que personne blanche privilégiée, t'approprier, je ne sais pas moi, les écrits d'un écrivain noir ou autre? Bon. En tout cas.
Fait que ce que vous voyez là, c'est mon effort de montrer que je peux être profond aussi. Regardez, parce que j'ai une photo où je regarde le plafond. Là. Fait que, c'est ça. Mais bon, c'est ma thèse de doctorat. C'est pas OK, c'est l'Université de Montréal, c'est pas la Sorbonne, mais j'ai quand même été sur un jury de thèse à la Sorbonne, là, dit-il. Alors, bon, c'est quand même ça voudrait dire quelque chose. Mais moi, ma thèse, justement, c'était sur le processus créatif et comment les gens, quand tu vis dans un environnement plus diversifié, ça facilite la recombinaison de choses. Donc, j'essayais, dans le fond, d'importer des notions de psychologie et de créativité dans mon domaine en géographie. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était la création technologique, mais le processus créatif, c'est le processus créatif. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est regarder plus du côté culturel. Alors, le doctorant plutôt avait sa thèse, alors j'ai décidé de compléter ma thèse en appliquant l'appropriation culturelle. Donc, je me suis approprié culturellement le style d'image qu'il a. Là. C'est le mieux que j'ai pu faire, désolé, j'ai 55 ans, j'ai pas 30. Là. Mais chaque expression culturelle ou artistique a depuis des millénaires un mélange d'éléments hérités et empruntés. Il n'y a pas de culture pure. Donc, l'idée que tu voles la culture d'un autre, ça fait toujours abstraction du fait qu'il n'y a pas de culture pure, tout est un mélange. Mathieu Bock-Côté, quand il va entendre parler de ce trio économique-là, il va nous envoyer 15 demandes de débat avec Pierre Desroches. Et ça va me faire plaisir. Alors bon, je parlais au début justement d'un collègue de Vincent. Donc, quand j'ai commencé à enseigner mon cours sur la mondialisation et la culture, alors évidemment, j'ai emprunté, je sais pas, t'es-tu sur le même étage que Tyler, Vincent? Bon. Alors, il a publié un livre en 2002. Lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est la même chose que moi dans ma thèse, mais du point de vue culturel. Donc, je l'ai traduit ici. Là, la culture est synthétique, cosmopolite, un produit d'échange volontaire entre individus libres. Et t'as rien qui est vraiment une culture pure. Là. Tout est toujours un mélange. Alors, on va y revenir un peu plus loin. Là, mais Tyler est un homme extrêmement brillant, mais j'ai cette propensité à ne jamais vouloir sortir de la boîte d'Overton, alors je ne m'inquiète pas. Il n'y a pas vraiment. À ce que je sache, il ne s'est jamais attaqué à l'appropriation culturelle, même s'il aurait été sans doute beaucoup plus qualifié que moi pour le faire. Alors voilà. Bon. Alors, on s'entend-tu, Pierre, que sans appropriation culturelle, notre bouffe au Québec est assez dolle à manger pareil? Tu sais, amener des patates puis des navets, ça va être correct. Là. Exactement. Puis peut-être qu'on mangerait plus d'orignal, mais encore là, l'orignal, moi. En tout cas. Ouais, bon, OK, c'est correct. Ça dépend comment tu le fais cuire, là. Moi, C'est très bon de l'orignal. C'est très bon de l'orignal. Bon, d'accord, tu vois. Bon, en gros, ce que vous avez ici, là, c'est l'image préférée de ma thèse. Là. C'est un truc que j'ai trouvé à un moment donné. Alfred Kroeber, c'est un des anthropologues les plus influents du milieu du 20e siècle. C'est aussi le père d'Ursula Le Guin, là, pour ceux qui connaissent la science-fiction et la philosophie anarchiste. Mais moi, ce que j'aime, c'est ces deux images que vous voyez là. Donc, d'un côté, à gauche, il décrit ce que les gens comprenaient à l'époque de l'évolution des espèces animales. Donc, je l'ai fait en bas là, pour les ours. Les ours, c'est un ancêtre commun, puis à un moment donné, la première branche qui se sépare, c'est les ratons laveurs, puis les pandas roux, puis après ça, c'est les pandas. Puis tu vois toujours que tu as un truc de base, et puis les choses se séparent, mais ne se touchent pas. Et il dit ça, c'est l'évolution naturelle. On sait aujourd'hui qu'en fait, tu as des transferts de gènes latéraux. Là, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais à droite, il dit ça, ce que vous avez, c'est l'évolution culturelle, donc ce que les êtres humains font. Et vous voyez l'arbre où toutes les branches se croisent, se recroisent, puis se recroisent. Là, c'est vraiment l'évolution culturelle. Ce que les humains créent, c'est toujours ça emprunte et ça recombine. Et ça fait des mélanges hybrides constamment. Donc, la version la plus simple du processus créatif, c'est que typiquement, quand tu es confronté à un nouveau problème ou que tu veux créer quelque chose de nouveau, tu construis sur ce que tu sais déjà. Puis quand c'est pas suffisant, ben là, tu commences à observer, à faire des recherches, puis tu vas incorporer des choses que tu connaissais pas à ce que tu connaissais déjà. Donc, en gros, là, si vous voulez la version de le pitch d'ascenseur de ma thèse, c'est ça. Puis vous allez me dire quoi, tu as obtenu une bourse du gouvernement du Québec pour faire ça? Mais oui. Alors, l'image suivante. La foire. La foire, c'est ça. Mais je le souligne quand même. J'ai cherché la version française. Ça n'a pas l'air si connu au Québec, je ne sais pas. Là. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Donc, moi, je m'intéresse au 1%, mais évidemment, surtout quand tu crées des entreprises ou que tu essaies de faire autre chose là, qui vont au-delà de la culture artistique, évidemment, tu as beaucoup plus d'efforts. Bon, je le mentionne, mais moi, je m'intéresse aujourd'hui surtout au 1% d'inspiration. Mais c'est fou, pareil, comment ça s'applique à peu près à n'importe... En fait, à tous les domaines qu'on connaît. Un exemple qui est un peu contre-intuitif, mais que j'avais dans ma tête pendant que tu parlais, c'est... On dit souvent au Québec, il
il y a quelque chose de spécial dans la région de Québec, dans la culture des radios parlées que tu ne retrouves pas ni au Lac-Saint-Jean, ni en Gaspésie, ni nulle part, ni à Montréal. Puis c'est pas quelque chose qui est propre à Québec. C'est qu'à un moment donné, quelque part, des gens ont importé le style de talk radio qu'il y avait aux États-Unis avec des Rush Limbaugh et des personnages comme ça qu'on connaissait pas ici. Ils ont importé ce style-là qui a été mélangé avec la saveur locale, puis ça a donné le phénomène Québec avec André Arthur, Jeff Fillion et compagnie. Là. Et dans le fond, il n'y a rien de ça qui est émergé de nulle part sans aucun contact avec l'extérieur. C'était une importation ou en tout cas ça s'est inspiré de quelque chose qui se faisait ailleurs. Là. Et moi, ce que je te dirais, c'est que j'ai l'impression, mais vous le savez mieux que moi, que des gens comme Arthur et Fillion connaissent la culture américaine beaucoup mieux que la plupart des autres commentateurs québécois aussi. Donc, écoute, même le titre du podcast, le trio économique, c'est pas une idée originale. Il y a quelqu'un au Parti libéral du Québec qui a pensé avant nous. Ben oui. Ah oui, c'est là que je suis trop déconnecté, là, je comprends pas la joke. C'était Jacques Daou, Carlos Leitao et Clément Gignac. Clément Gignac. Bon, là, je pense que c'est ça. C'était Martin Coiteux. Martin Coiteux. Clément Gignac, c'était avant Leitao. Fait que tout ça pour vous dire que pendant 20 ans, genre entre le milieu des années 90 puis le 2015, à chaque fois que je tombais sur une histoire de drôle de combinaison, je les ai ramassés. J'en ai une couple de centaines. Là. J'ai arrêté quand j'ai commencé à traiter d'appropriation culturelle un peu plus. Mais il y en a une couple aussi que j'ai trouvé amusante. Donc, comment déneiger les chemins de fer en République tchèque sous le communisme? Bon, ben quand tes avions de chasse sont plus bons pour voler, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends le moteur, tu le mets sur un wagon et tu t'en sers pour déblayer. Ça, c'est aussi pire que des choses existantes. C'est aussi pire que mon voisin, il y a une couple d'années que j'avais vu avec son lance-flamme dans ses escaliers en train de faire fondre sa main. Tu vas trouver de nouveaux usages. C'est ça. Il avait fait ça 10 minutes avant de se rendre compte que c'était cave puis ça marchait pas vraiment. Bon, OK. Image suivante. Là, tu vois, j'essaie d'alléger le ton un peu. Et maintenant, je clique souvent sur des trucs. Facebook, maintenant, s'est rendu compte que je m'intéresse à ce phénomène-là. Fait qu'il m'envoie maintenant, dans mon fil Facebook, je reçois toujours des trucs. Tu sais, la première Cironde a été inspirée d'un moulin pour la laine. Là. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu as toutes des images AI qui n'ont pas de bon sens. Là, mais le truc ici que j'ai trouvé, un qui me semble un peu crédible, c'est ça, c'est que les machines, après la Seconde Guerre mondiale, les machines qui servaient à faire des munitions ont été adaptées pour faire des Smarties. Et à droite, les Hollandais se sont retrouvés avec beaucoup de casques en métal allemands après la Deuxième Guerre mondiale, fait qu'ils en ont fait notamment des pots de chambre, mais aussi des passoires, puis des pots à fleurs, puis en tout cas, voilà. J'en ai des exemples comme ça, c'est juste que je les trouve un peu intéressants. Bon, ça, c'est ma préférée ici. Il y a quelqu'un qui a transformé une moissonneuse-batteuse en espèce de barbecue géant, là, qui fait la même chose que pour les poulets, là, quand tu vas Costco ou ailleurs. Fait que, tu vois, tu peux avoir un gros barbecue avec ça. En tout cas, je trouvais ça amusant. Voilà. Si tu veux continuer. Bon, la moissonneuse-batteuse à souffleuse à neige, je me suis dit au moins un exemple concret. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais c'est un truc que Facebook m'a envoyé à un moment donné, que l'inventeur de la souffleuse à neige serait un Québécois qui s'est inspiré d'une moissonneuse-batteuse. J'ai pas eu le temps de faire de recherche, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais ça me semble tout à fait plausible. Donc, tu trouves de nouveaux usages pour ce que tu sais déjà, là, Genius, Inspiration versus Perspiration. Fait que si on peut continuer. On va parler de culture bientôt. Là. Je voulais quand même plugger mes trucs. Bon, ça, je le mentionne, l'art nouveau par l'art déco, parce que vous allez voir que l'art déco, ça a influencé beaucoup de choses dans les cultures qu'on s'imagine qui n'ont pas été influencées par autre chose. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec ça, mais bon, l'art déco, c'est à la fin du 19e siècle, c'est un peu plus floral, plus artistique. Mais ensuite, l'art déco, moi, en tout cas, quand je pense au fascisme ou tout ça, je pense vraiment à des styles art déco là, qui sont plus... sont plus neutres. Et puis moi, ce qui m'avait surpris, la dernière fois que je suis allé à l'Oratoire Saint-Joseph, c'était peut-être il y a 20 ans, j'avais amené des amis d'Europe de l'Est. Je n'avais pas été là depuis que j'étais petit, puis je me disais, mon Dieu, c'est bien fasciste comme architecture, l'Oratoire Saint-Joseph. J'avais été surpris de voir à quel point c'est non seulement art déco, mais également le style des années 30. Mais en tout cas, je mentionne l'art déco parce qu'on va en parler à quelques reprises dans la présentation. Voilà, si tu veux juste. Donc, l'un va à l'autre. Donc, ensuite, les combinaisons. La première fois que je l'entendais, celle-là, le Cybertruck a l'air d'une cafetière italienne. Qu'est-ce que c'est vrai? Ça, je l'ai trouvé en 1999.
Puis le Cybertruck, je ne sais pas si vous en voyez beaucoup. Il y en a un autour de Il y en a de mon plus en campus. plus. Il y en a de plus en plus, ouais. J'en ai vu un à Guelph la semaine passée. J'en revenais pas. Je me dis, qui achète ça? Mais tu vois, règle générale, là, ce que vous avez à gauche en bas, c'est Gutenberg. Dans le fond, c'est quoi? As-tu déjà joué au jeu de l'auto jaune? Tu sais, avec des enfants de sa route, tu essaies de trouver un auto jaune, puis le premier qui la trouve, tout ça. Non. Ben évidemment, on a joué à ça quand on est allé à New York à l'automne sur Long Island avec les kids, puis dans une run de 40 minutes, ils en ont vu 7 Cybertruck. Fait que le jeu de l'auto jaune est rendu maintenant le jeu du Cybertruck. Je comprends pas. OK. Bon, Gutenberg à gauche. C'est quoi, en gros, son innovation? C'est de combiner à l'époque la façon dont tu identifies les documents. Tu prends de la cire que tu fais fondre, tu prends un seau, là, qui a une lettre ou quelque chose que tu punches, et puis ça authentifie un document. Il a combiné ça avec une presse à vin, là, dont les gens se servaient pour écraser les raisins pour faire du vin, puis ça a donné l'imprimerie, la première machine à imprimer moderne. Bon, si tu veux aller à l'autre. D'autres images comme ça. Bon, un livre en papier, là, faut dire aux jeunes, dans le fond, c'est quoi? Qui a inventé le papier? Ben, à ce qu'on sache, c'est chinois, l'alphabet, tu peux remonter au phénicien. Les numéros de page, évidemment, Gutenberg s'est pas servi des numéros romains, mais plutôt des numéros arabes qui étaient eux-mêmes inspirés de numéros indiens. Les arabes étaient plus les intermédiaires là-dedans. Puis l'impression, ben, Gutenberg, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est une amélioration de ce qui existe déjà. Il y avait des livres imprimés avant, ça avait été inventé en Corée puis en Chine, mais ce que les gens faisaient, dans le fond, ils prenaient une plaque de bois, gravaient, mettaient de l'encre. Ensuite, tu t'en servais pour imprimer, que ce soit des livres ou des cartes à jouer. Mais Gutenberg, lui, ce qu'il fait vraiment, c'est des trucs mobiles parce que tu n'aurais pas pu imprimer la Bible, ce qu'il voulait faire en gravant 8000 pages. Surtout que les trucs en bois, à l'époque, ça ne durait pas très longtemps. Donc, lui, ces petites lettres de plomb, les caractères mobiles, tu peux changer les choses, tu imprimes un paquet de pages, tu refais ton truc, tu le réimprimes. Donc, combinaison. Donc, le livre en lui-même, oui. Avant même de parler de son contenu, il y a genre 5-6 cultures différentes impliquées dans l'objet physique comme tel. Là. Exactement. Puis c'est une époque où est-ce que tu n'as pas Internet pour diffuser l'information, bien évidemment, mais tu n'as même pas des systèmes de transport efficaces pour déplacer des technologies. Fait que si des technologies traversent de l'Asie à l'Europe, c'est qu'ils en valent la peine, oui. Exactement. Là, c'est que c'est de vraies bonnes technologies révolutionnaires. Là. Exactement. L'histoire du chemin de fer, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, le chemin de fer est sorti de la mine, dans le fond, parce que tu avais les petits chariots que tu poussais sur des rails, tu avais la machine à vapeur pour pomper l'eau, quelqu'un combine les deux, puis après beaucoup de transpiration, éventuellement, tu obtiens le premier chemin de fer. C'est de la cuisine fusion. Oui. On va y venir. Donc. Et d'autres exemples ici que j'ai trouvés. Tu vois, les années 50, les gens rêvaient que tu allais combiner un journal de papier avec une télévision. Puis en 1968, Western Electric qui a croisé un téléphone avec une télé. Puis regardez, ça s'en vient, là, l'avenir. Un jour, les gens vont pouvoir lire leur journal de papier sur un écran de télé. Là. C'est l'idée, toujours. Il y avait quand même une intuition pareille. Là. Tout à fait, oui. Bon, évidemment, je sais pas. Yann, t'es peut-être assez vieux pour avoir connu un catalogue Radio Shack là, dans ton jeune temps, je sais pas. Oui, j'ai connu ça. Bon, tu vois, moi, c'est toujours ce que je dis aux jeunes. Vous savez pas ce que c'est un catalogue Radio Shack, mais moi, fait que là, je vais en parler un peu. Puis dans le fond, c'est quoi les combinaisons que tu as sur un téléphone intelligent? Ben là, évidemment, tu leur expliques ce qu'étaient les choses avant. Voilà. Ça, c'est un exemple que beaucoup de jeunes ont l'air de connaître quand même dans mes cours, là, que Bluetooth, c'est une combinaison de 2 lettres, puis ça fait référence à un roi de Norvège. Là. En tout cas, j'aime ça de temps en temps leur lancer des choses qu'ils vont connaître, là, pour pas qu'ils aient l'impression que je fais juste parler de trucs trop éthérés. Alors, les sources d'inspiration, qu'est-ce qui rend les gens plus créatifs? Bien évidemment, ce qui est important, c'est de s'exposer au monde, d'avoir des nouvelles idées, de travailler sur plusieurs problèmes différents en même temps. Ben, ça fait trop académique. Là. Je me rends compte maintenant que j'en ai trop mis. Là. Passons aux choses suivantes. On va parler des choses fun. On va arriver aux nazis assez vite. Là. En tout cas, mais la première source d'inspiration, qu'est-ce qui a inspiré nos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont regardé à un moment donné? Bon, tu as ce que tu sais faire, mais à un moment donné, ça ne résout pas ton problème.
Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes autour de toi. Mais évidemment, la première source d'inspiration, c'est la nature. Donc, une citation de Démocrite, ici, là, 2500 ans à peu près. Les hommes sont les élèves des animaux dans les choses les plus importantes, de l'araignée pour le tissage et le ravaudage. Ravaudage, ça veut dire rapiessage, là, en vieux français. Des hirondelles dans l'art de bâtir, des oiseaux chanteurs, cygnes et rossignols dans le chant et l'imitation. Donc, lui, il s'intéresse au processus créatif. Il se rend compte que c'est évident que nos ancêtres se sont inspirés de ça. Si tu peux aller au truc suivant. On y arrive. Donc, c'est ça, des araignées aux guêpes. Là, le papier, c'est évident que ça vient des guêpes et puis que les premiers filets, c'est évidemment été inspiré des toiles d'araignée. Dans certaines cultures, c'est encore plus visible là, que les gens faisaient juste copier le pattern dans le fond des toiles d'araignée. Si tu veux aller au truc suivant. Le premier parapluie, la légende chinoise nous dit qu'il y a à peu près 3700 ans, quelqu'un qui était très habile, je ne sais pas s'il était cordonnier ou quoi, a vu des enfants qui se protégeaient de la pluie avec des feuilles de lotus. Et donc, les parapluies sont nés de cette façon-là. Une grue, ça s'appelle une grue parce que selon l'histoire grecque, ça a été inspiré d'une grue cendrée, qui est l'espèce de gros oiseaux migrateurs. Ah, l'animal est arrivé avant la machine. Ben oui. Donc, les grues cendrées, pendant une partie de l'année, se tiennent en Grèce et dans l'Est de la Méditerranée, dans d'autres vont aller en Russie ou tout ça. Mais bon, encore une fois, tu vois que les inspirations sont assez directes. Une bicyclette, dans le fond, c'est un cheval. Il y a une raison pour laquelle on dit une selle, un guidon, plutôt qu'un siège ou ce genre de choses-là. Mais moi, j'aime toujours parler des Allemands, si vous vous souvenez de l'histoire de l'automobile. Donc, la première motocyclette a été inventée un peu par hasard parce que Maybach et Daimler voulaient tester un moteur. Donc, ils ont mis ça sur une bicyclette. Dans le fond, ils ne voulaient pas inventer une motocyclette, ils voulaient tester leur moteur. Puis ça a l'air que leur siège a pris en feu, là, d'ailleurs. Mais tu vois, la première motocyclette, dans le fond, est inspirée du cheval indirectement, puis de deux Allemands qui voulaient tester une espèce de petit moteur à combustion interne. Donc, c'est comme ça que... Ça n'a pas l'air confortable, ce siège-là. Là. Je le regarde, là, puis... Remarque que c'était un moteur à combustion interne de l'époque en dessous, là. Je présume que l'épaisseur du cuir est plus importante. S'asseoir sur l'exhaust, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Exactement. Non, c'est ça. Bon, les semelles Sperry Topsiders, si vous ne savez pas l'histoire, les semelles antidérapantes, ça a été inventé par un gars qui a vu que son chien ne dérapait pas sur la glace. Il s'est dit comment ça se fait meilleur, regardez ses pattes. Donc, il y a l'idée originale en 1935, obtient son brevet en 1940, puis éventuellement, les bottes antidérapantes viennent des pattes de chien. Je ne sais pas si c'est évident, si tout le monde connaît ça. Ça fait trop longtemps que je patauge dans ces histoires-là. Le velcro, c'est des bardanes, là, c'est quelqu'un qui promène des tocs. Bon, voilà. Donc, quelqu'un promène son chien qui se rend compte, qui se dit, mais pourquoi ça pogne toujours, puis je ne suis pas capable de les enlever. Regarde ça sous un microscope, puis il se dit, écoute, je peux peut-être faire quelque chose en se m'inspirant du même principe. Et donc, le velcro est né de ça. Ça, c'est de l'appropriation canine? Ou Voilà, exactement. Non, je veux juste montrer qu'on s'inspire. Tu vois, l'esprit humain a besoin de s'inspirer d'autres choses, a besoin de s'inspirer de trucs dans son environnement. Le Shinkansen, le train à grande vitesse au Japon. À un moment donné, les Japonais réussissent à avoir des trains qui vont plus vite qu'ailleurs, font leur voie ferrée en ligne droite, ça va très vite. Le problème qu'ils ont, c'est que le Japon, c'est quand même densément peuplé. Il n'y a pas tant de... OK, c'est pas si densément peuplé que ça, mais le peu d'endroits où tu peux habiter, tu as des habitants partout. Puis quand tu as un train à grande vitesse qui passe dans un tunnel, le train pousse la masse d'air. Et quand tu sors, c'est un peu comme si tu brisais le mur du son. Tu as une grosse explosion, tu entends un gros bruit. Fait que les ingénieurs japonais cherchent une façon de réduire la quantité d'air que tu pousses. Et le gars en charge, que vous voyez en bas, le Kanatsu, est non seulement un ingénieur, mais c'est aussi un ornithologue amateur. Et lui, il observe les espèces d'oiseaux, puis éventuellement, il va s'inspirer du martin pêcheur parce qu'il se rend compte qu'il est un petit oiseau qui vole au-dessus de l'eau. À un moment donné, il voit un poisson, plonge dans l'eau et il va attraper son poisson comme ça. Mais la raison pour laquelle il est meilleur que les autres oiseaux, c'est que la forme de son bec offre très peu de résistance à l'eau. Donc, lui s'est inspiré de la forme du bec d'un martin pêcheur pour revoir l'aventure, si tu veux, d'un Shinkansen. Et puis maintenant, quand ça passe dans un tunnel, le niveau de bruit a été diminué de façon vraiment importante. Donc, voilà, d'un martin pêcheur à ça. Donc, moi, je commence à collectionner ça, puis je me suis rendu compte un moment que je me suis fait battre au punch. Là. Il y a Janine Vénus ici, là, qui est une espèce de biologiste hippie un peu tannante, là, qui dit toujours que, dans le fond, on devrait s'inspirer de la nature, nos ancêtres ne l'ont jamais fait, puis ça a un paquet d'exemples comme ça. Là. Bon.
On devrait s'inspirer des peaux de requin pour les maillots de bain, puis ce genre de choses-là. Qui sont pas des idées folles, mais tu sais, c'est le genre, je sais pas si parce qu'elle connaît pas l'histoire ou parce qu'elle qu'elle voulait vendre son livre, mais elle dit toujours, nos ancêtres se sont jamais vraiment inspirés de la nature, il faudrait le faire davantage. Alors que si tu connais un peu l'histoire, les ancêtres se sont inspirés de la nature comme ils se sont inspirés d'autres choses. Mais le livre n'est pas inintéressant comme tel si tu laisses le côté un peu épitanant de l'auteur, Janine Benyus. Voilà. Bon, là, on arrive vraiment aux questions plus culturelles. Inspiré de la nature, la religion, la mythologie, la fiction. Alors, si on peut aller à l'image suivante. Bon. Le deuxième film canadien de l'histoire, c'est peut-être quelque chose dont vous avez jamais entendu parler, mais je suis un fan, là, ça s'appelle In the Land of the Handhunters, so, dans la terre des chasseurs de tête. Alors, est-ce que c'est un film qui se passe en Afrique ou en Amazonie? Non, ça se passe sur la côte ouest. Ça jouait rough sur la côte ouest avant que les Blancs se pointent. Fait que c'est le gars, Curtis, c'est un des ethnographes ou une des personnalités les plus importantes pour ce qui est de ce qu'on comprend aujourd'hui des cultures autochtones, parce qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il se met en tête d'aller photographier ce qui reste des tribus autochtones à l'époque. Les gens pensent que les Amérindiens ne survivront pas. Donc, il prend des images, il prend des photos un peu partout. À un moment donné, il se retrouve sur la côte ouest, les îles de la Reine-Charlotte. C'est un peu le nord de l'île de Vancouver, puis la Colombie-Britannique. Et il vit à un moment donné au milieu d'une tribu qui à l'époque s'appelle les Kwakwatult. Aujourd'hui, ça se prononce Kwakwakewok. Kwakwakewok. En tout cas, j'ai de la misère, là, mais ce qui est intéressant. Pas offenser personne, là. On va être dans le trouble, là. Ouais, non, je sais. Mais écoute, ils ont mis le mot woke dedans pour être sûr. tu vois sur Google comment le prononcer. Ils disent woke, mais comme un woke chinois, là, pas woke. Okay. Un wok. Un wok. Kwakwakewok. Oui, merci. Kwakwakewok. Voilà, OK. Bon, tu vois, merci. Fait que lui, évidemment, il s'inspire de la mythologie locale. Non, si tu peux revenir, c'est important parce que je veux juste la mentionner. Donc, les Kwakwakewok, parce qu'ils ont c'est la tribu qui a le mieux conservé sa culture, et puis tu as un gros powwow. Puis ce qui se passe dans l'histoire ici, c'est que tu as un war party qui rentre à la maison, ils ramènent des esclaves, des têtes coupées, fait qu'ils font un gros party. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur des légendes à l'époque, et puis il a payé tous ses acteurs, 100% sont amérindiens, c'est basé sur leur mythologie, puis leurs descendants aujourd'hui reconnaissent que leurs ancêtres étaient des coupeurs de tête, puis que ça jouait rough sur la côte ouest. Là. C'est disponible, si certains de vos auditeurs sont intéressés, regardez la version d'1 heure sur YouTube, pas la version de 40 minutes. Il y a une histoire derrière ça, mais faites-moi confiance. Regardez la version d'1 heure, pas la version de 40 minutes. La version de 40 minutes, ils ont coupé un bout parce que exactement, ça choquait les gens. Voilà, t'es sérieux, là? C'est parce qu'au début, ils pensaient que le film avait été perdu. Ils en ont retrouvé des extraits. Fait que ce que les gens ont fait dans les années 60-70, ils ont essayé de transformer un film de fiction en documentaire parce que tous les costumes ont été faits par des Amérindiens à l'époque. Et puis, bon, ils l'ont transformé en documentaire. Et puis, ça a l'air que, moi, je ne l'ai pas vu, la version de 40 minutes, mais ça a l'air qu'ils ont éliminé certains, ou ils n'insistent pas autant sur certaines dimensions que tu as dans la version d'1 heure. Voilà. OK. Kotobuki, ça, c'est ma chimère préférée. Une chimère, c'est un animal c'est un animal imaginaire qui est composé de plusieurs autres animaux. Ça, c'est le plus complexe que j'ai trouvé. Japonais sur un kotobuki, c'est tête d'un rat, oreille d'un lièvre, corne d'un bœuf, crête d'un coq, barbe d'un mouton. Enfin, vous voyez, là. Donc, les 12 signes du zodiaque. Donc, c'est ma chimère préférée. Suivante. Bon, les humains et les animaux. La plus vieille statue qu'on a retrouvée en Europe, statuette, en fait, c'est gros comme ça, là. C'est une combinaison d'un homme et d'un lion. Ça a été trouvé en Allemagne. Ça date de peut-être 35 000, 40 000 ans. Wow. Ouais. OK, fait que là, c'est les Égyptiens qui avaient tendance à faire ça. On parle de quelque chose là, on y arrive. Les Égyptiens, les Perses, c'est quoi une sirène? Les Grecs, les centaures, les minotaures. Donc, il y a toutes les cultures dans l'histoire de l'humanité ont combiné des humains avec des animaux. Voilà l'image suivante. L'angélologie, ça, je la mentionne parce que c'est un vrai terme, là, l'étude des anges, là, les séraphins puis les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, un ange, c'est une combinaison d'un animal puis d'un oiseau. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que
plusieurs éléments de la culture israélienne ont évidemment été dérivés de la culture égyptienne, qui était la culture dominante de l'époque. Donc, ça a l'air que les séraphins, qui sont censés être des anges, sont inspirés d'un cobra. C'est pour ça qu'ils sont un peu différents. Les séraphins sont au sommet, là, en haut à gauche, en tout cas. Je le mentionne parce que c'est le genre de truc que je trouve intéressant. Bon, des trucs que peut-être vos auditeurs vont trouver plus intéressants, les loups-garous et les vampires, là, qui sont peut-être des combinaisons préférées aujourd'hui. La guêpe parasitoïde, donc, comme vous le savez peut-être, il y a des guêpes qui pondent leurs œufs dans d'autres insectes et l'œuf va se nourrir en tuant son hôte. Éventuellement, il va sortir de l'hôte en le tuant. Alors, évidemment, l'image suivante. Alors, évidemment, ça a été l'inspiration des aliens. Ben, voilà. Donc, le xénomorphe, blablabla, là, ça a été inspiré d'une guêpe parasitoïde. D'ailleurs, un nouveau film d'Alien qui sort dans pas longtemps. Il y en a combien? Ouais, tu vois, c'est là que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Tu vois, les prédateurs ici, James Cameron s'est dit à un moment donné, ouais, mais il n'y a aucune créature de science-fiction qui a des mandibules là, comme les insectes. Donc, c'est lui qui a eu l'idée d'ajouter des mandibules aux prédateurs là, pour faire quelque chose de différent, pour faire un monstre que tu n'avais jamais vu. Life Force, ça vous dira sans doute rien, c'est un espèce de mini-classique culte, là, 1985. À l'origine, ça s'appelle Space Vampires, là, le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, tu as des vampires qui vivent dans l'espace, puis à chaque fois que la comète les passe, ils descendent sur Terre. C'est de là que viendrait la vie des vampires chez les humains. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur vaisseau spatial a apparemment été inspiré d'un plan d'artichaut. Donc, tu vois le vaisseau spatial. C'est bon, ben. Voilà. Bon, là, on commence à s'approcher un peu plus du sujet, là, mais on n'en est pas encore aux nazis. Là, donc, l'appropriation culturelle, des sujets un peu moins controversés. Donc, les Grecs se sont évidemment inspirés de beaucoup de sources pour créer leur panthéon. Donc, selon Hérodote, les habits d'Athéna, que les Romains vont appeler Minerve, auraient été inspirés de ce qui se trouvait en Libye à l'époque, de l'autre côté de la Méditerranée. Puis évidemment, si vous connaissez un peu l'histoire classique, ben, les Romains, au lieu de se casser la tête, ont complètement volé le panthéon des Grecs, puis ont juste changé le nom des dieux, là, dans le fond. Là. Fait que les Romains se sont culturellement appropriés les Grecs. Là. C'est côté pratico-pratique, les Romains. Ouais, c'est toujours ça. Ouais. C'était les plus pratiques de l'Antiquité. Une raison pour laquelle ils ont eu du succès. Bon, je me suis dit, si on parle de religion, on peut parler de christianisme, puis on peut cracher dessus autant qu'on veut. On n'a jamais de problème, là, mais c'est pas ce que je veux faire ici. Tout ce que je veux dire, c'est que moi, je fais partie de l'école de pensée qui dit, dans le fond, c'est quoi le christianisme? Ben, dans le fond, c'est une combinaison des idées religieuses d'Israël, la philosophie grecque, puis des institutions romaines. Je sais pas si, Frank, tu as une opinion là-dessus, mais... Je suis assez d'accord. Ouais, c'est ça, c'est comme... je pense que tu vois la combinaison culturelle, c'est ça. Oui, puis même, si tu... j'en avais déjà parlé, ça, dans un podcast, là, mais si tu regardes l'histoire du Christ, là, l'histoire de Jésus, elle ressemble en tout point à des récits qu'on faisait à l'époque de philosophes grecs. Là. Ouais. Notamment, si tu lis Diogène Laërce, là, qui est le biographe de plusieurs philosophes grecs, dedans, par exemple, il dit que Platon son père est un dieu et qu'il est né d'une mère vierge. Bon. Tu te dis, je sais même pas, ça a donné de l'inspiration à qui, cette histoire-là, tu sais? Exactement. Donc, les Israéliens, j'ai l'impression, se sont appropriés beaucoup d'autres personnes. Il ne faut pas trop le dire, là, mais... OK. Arciboldo, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu ces images. Dans le fond, il sert de fruits puis d'autres choses pour faire des formes humaines ou... Il y en a d'autres, c'est des morceaux de viande ou c'est des poissons. Lui, je le mentionne juste parce qu'il a inspiré des gens dont on va reparler un peu plus tard, si fallait à l'image suivante. Donc, il a été oublié pendant un bout de temps, mais il est redécouvert au début du 20e siècle par les surréalistes, là, notamment Salvador Dali puis d'autres. Je mentionne ça juste pour que vous sachiez. Ça, c'était avant qu'on découvre le LSD ou après? Ben, c'est ça, je me dis, dans le fond, on a tous la même idée quand on voit ça, on se dit, ils doivent avoir le même stimulant. Ils ont la même drogue, certains, ces deux gars-là. Exactement. Mais je l'ai juste mentionné Dali parce qu'on va y revenir plus tard en parlant des cultures autochtones. Vous allez voir, il y a des liens là. Bon, l'architecture égyptienne est très populaire en Angleterre au 19e siècle. À un moment donné, il y a un manufacturier qui dit à son architecte, hey, trouve-moi un égyptologue, là, je veux que mon usine ressemble à un temple égyptien. C'est ce truc-là, quelque part en Angleterre. Là. Bon, ici, ça a été une avancée importante à l'époque, en 1532. Tu commences à construire
des gros immeubles, et puis qu'est-ce qu'ils font pour leur plafond de bois plus les immeubles grossissent? Ben, ils font venir des constructeurs de bateaux, puis dans le fond, c'est quoi la toiture? C'est un bateau inversé. Fait que tu vois les technologies qui sont... J'avoue, hein, c'est pareil. Oui, ben c'est ça. Fait que tu vois, tu t'inspires, tu transfères des choses, tu crées des nouvelles combinaisons. Frank Lloyd Wright, on en a parlé plus tôt, il a construit un style néo-maya à côté du Palais impérial à Tokyo, mais pendant un bout de temps, au début du 20e siècle, il s'inspire beaucoup de gravures japonaises et puis tout ça, il importe le style japonais dans ce qu'il fait. Donc, si certains d'entre vous n'ont jamais été à Falling Water en Pennsylvanie, c'est pas si loin, ça vaut la peine d'être vu, c'est près de Pittsburgh, puis tu vois l'inspiration japonaise dans plusieurs des maisons qu'il construit à l'époque. Bon, ça on peut continuer. Ici, un exemple que j'aime bien, c'est une cathédrale, une église au Danemark, qui est une combinaison, dans le fond, d'une cathédrale médiévale, d'une maison rustique, puis du style art déco. C'est le complexe G, ça. Non, mais tu vois d'où ça sort, ces idées-là. C'est toujours des nouvelles combinaisons. La bouffe, peu importe la tradition culinaire que tu regardes, c'est toujours une fusion. Et vous allez voir, ça remonte plus loin des fois. Ça, c'est la dernière fois que je regardais des shows réguliers, là, Kitchen of Light, ça jouait à PBS, là, genre vers 2009-2010. Et c'était des jeunes chefs. La fille est suédoise, le gars est norvégien, mais dans le fond, ce qu'il disait, notre cuisine était un peu plate, fait qu'il importait des épices thaïlandaises, puis toutes sortes d'autres choses autour du monde pour essayer de modifier la culture scandinave. Ça va l'air bon pareil. Donc, des hybrides. Je sais pas qui est le truc. Là. Tu vois, c'est quand tu passes ton temps à chercher des collections, des fois, tu trouves des trucs complètement imbéciles. Là, fait que je me suis dit que j'allais vous en donner quelques-uns. Je sais pas qui a pensé que le truc à droite serait une bonne idée, mais évidemment... c'est aussi pertinent qu'un steak and eggs. OK. Mais évidemment, les hot dogs, tu as différentes traditions aux États-Unis. Dans certaines villes, tu as, mais les meilleurs, tant qu'à moi, ça demeure Chicago. Là, mais ça, c'est un truc personnel. Si tu veux aller au truc suivant. J'ai faim. Ouais, c'est ça. Bon, la pizza. Un truc peut-être, chaque année, peut-être 20% de mes étudiants le savent. Je ne sais pas si c'est connu au Québec. Mais savez-vous que la pizza hawaïenne a été inventée en Ontario? Non. Mais ça ne me surprend pas. Quelque chose d'aussi dégueulasse n'a pas le choix de venir de l'Ontario. Hey, j'en ai mangé hier, arrête, c'était bon. Ça fait le capital automatiquement. L'idée, c'est que c'était un restaurateur grec dans le bout de Windsor. Puis je pense qu'il manquait d'ingrédients un soir dans son restaurant. Fait que, il y avait une canne d'ananas, puis il y avait du charbon. Fait qu'il a décidé de... C'est une couple de péquistes qui n'en mangeront plus jamais à apprendre ça. Un enfant qui a été inventé par une tête carrée. Moi, je mange plus ça. C'était un grec, en fait. C'était un immigrant grec. C'est correct, d'abord. Mais c'est ça. Ce qui est intéressant avec la pizza, c'est que c'est vraiment une invention américaine. Tu trouvais ça à Naples au début, là, c'était de la bouffe pour les pauvres, mais ça a l'air qu'ailleurs en Italie, tu n'en trouvais pas vraiment. Mais c'est les Italiens américains vraiment qui ont développé la pizza comme on le pense aujourd'hui. Puis ensuite, c'est retourné en Italie par la suite, là, parce que les gens s'imaginent que tu vas en Italie, tu vas manger de la pizza. Je ne sais pas si Vincent, tu veux... J'aime celle-là, How to Trigger Italians and Japanese at the same time. Une pizza sushi. Exactement. Tu vois, merci contribuable de me payer pour ramasser toutes sortes de trucs au fil du temps. On est une société très confortable pour pouvoir payer Pierre Desrochers à faire ça. Là. Exactement. Image suivante. Bon, OK. Donc, on s'approche un peu plus de... Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Tu disais, comment est-ce que des idées d'Orient peuvent se retrouver en Occident? Évidemment, c'est facilité à un moment donné à l'âge des découvertes, puis le fait que tu commences à avoir des trucs comme la compagnie hollandaise des Indes orientales. Fait que les Hollandais, à un moment donné, se retrouvent en Asie de l'Est, ramènent des épices, mais aussi d'autres choses. Fait que qu'est-ce que tu commences à voir? Bien évidemment, les gens, au début, ne se limitent pas seulement aux trucs les plus dispendieux, les épices, ces choses-là. À un moment donné, tu as suffisamment de bateaux, tu as suffisamment de commerce qui commence à ramener autre chose. Un des trucs que les Hollandais et d'autres vont ramener en Europe, c'est de la vaisselle chinoise, là, blanche et bleue, qui est faite spécifiquement pour l'exportation, pour le marché européen. Mais qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc, si tu vas aller à l'image suivante. Mais évidemment, tu as des Hollandais qui, quand ils vont enlever la vaisselle chinoise avec des motifs chinois, décident de copier le même processus, mais ils vont mettre des images hollandaises dedans. Donc, c'est un autre exemple d'emprunt culturel à l'Est. Dans ce cas-là, la technique de porcelaine chinoise, là, que certains Européens vont être capables de recréer, mais tu vas incorporer des motifs européens plutôt que d'avoir des motifs chinois. Et ce qu'on ne réalise pas aujourd'hui, c'est que justement, ce n'est pas juste la mode au niveau des vêtements, mais à l'époque, plusieurs artisans européens sont tannés de faire toujours la même chose, il faut croire, puis commencent à s'inspirer
de ce qui vient d'Europe. Donc, vous avez des trucs comme ça, ce qu'on appelle, on les appelle des chinoiseries, pas parce qu'elles sont chinoises, mais parce que ce sont des Européens qui ont copié le style oriental, notamment. Donc, tu vois l'image suivante. Donc, ça, c'est le genre de truc, qui, par exemple, qui allait être produit à Paris au début du 19e siècle. Tu vois l'inspiration. Ça fait du sens, parce que, tu sais, dans le fond, comme artiste ou comme vendeur t'essaies d'être original, puis la meilleure façon d'être original dans un marché qui ne communique pas, puis qu'il n'y a pas Internet, puis des choses comme ça, c'est si tu prends quelque chose d'ailleurs que personne n'a vu dans ton marché local, tu vas avoir l'air original de toute façon. Exactement. Mais c'est comme ça que tu crées une recombinaison. La vaisselle Noritake, bon, j'aime vraiment pas ça, mais c'est un exemple de firme mondialisée au début du 20e siècle. Donc, tu as toute une tradition de poterie au Japon, assez sophistiquée, qui ont sans doute volé aux Chinois. Je n'ai pas la preuve, mais si tu connais l'histoire du Japon, ils volent toujours des trucs aux Chinois à travers leur histoire. Mais ce qu'ils vont faire à un moment donné, c'est qu'ils vont faire une alliance avec des producteurs européens et américains. Donc, le siège social va être, je crois, à New York. Le directeur de production va être un Anglais à New York. La vaisselle est produite au Japon, mais c'est inspiré de l'art déco. Puis, leur cible, vraiment, c'est pas le public japonais, mais c'est le public du monde occidental. Donc, si tu vas là à l'image suivante. Donc, moi, j'aime vraiment pas ça, Noritake, là, mais ça a l'air que ça... C'est tough, hein? C'est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, là, je sais pas pour les vôtres. Là, mais c'était populaire à une certaine époque. Mais tu sais, c'était une firme globalisée. Oui, c'était fabriqué au Japon, mais les motifs puis tout ça, ça venait d'ailleurs. Puis tu regardes, c'est beau, peut-être une pièce ou deux, mais ton set de vaisselle au complet de même, c'est un peu spécial. Là. Mais c'est quand même, si tu regardes l'histoire d'appropriation culturelle ou d'une firme globalisée, c'est une bonne étude de cas. Là. Bon, ici, c'est juste que je trouvais ça intéressant. Là. Toujours art déco. Ellie inspiré d'une ziggourate, d'une pyramide mésopotamienne. Tu vois, où les gens trouvent leur inspiration, des fois. Bon, Nakashima, lui, est intéressant. C'est un japonais, mais japonais-américain. Ses parents ont déjà immigré aux États-Unis. Lui, il est venu au monde pour faire, tu sais, bon, je suis venu au monde, il faut croire, pour m'attaquer aussi des gauchistes. Là. Il y a des gens qui ont des vies un peu plus productifs dans la vie. Donc, lui, vraiment, ce qu'il veut faire, c'est des meubles. Mais il est formé à l'école américaine, si tu veux, des meubles shakers ou la tradition américaine. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est interné dans un camp avec d'autres Japonais, puis il rencontre un menuisier japonais qui, lui, vient de la tradition japonaise. Puis il commence à mélanger les deux styles, puis ensuite il s'inspire d'autres trucs, la cérémonie du thé japonaise, et puis d'autres idées orientales. Puis c'est lui qui crée vraiment le genre de meuble que vous voyez en haut, là, aujourd'hui. Tu sais, les tables un peu bizarres, là, des morceaux de bois qui s'étendent, puis tout ça, là, c'est pas seulement Nakashima, mais ça vient, lui, de bonne partie. Puis ce qui est intéressant, justement, c'est un Japonais à l'origine formé dans la tradition américaine, qui rencontre quelqu'un de la tradition japonaise, qui ensuite redécouvre un peu ses racines asiatiques, puis crée du mobilier qui a inspiré beaucoup de gens par la suite. Là. Bon, ça, si j'étais riche comme Yann, puis si j'avais une maison de sa tête, j'aurais ce truc-là. Tu vois l'inspiration du mobilier, là, une grosse grenade, le tank avec des fusils, puis tout ça, le tank. Là. Tu vois, ça serait juste la grosse grenade, si je pouvais l'avoir dans mon bureau à l'université, mais ça serait un peu trop d'en face de mes collègues. Là. Déjà que j'ai... Tu vois, j'ai un petit bonhomme là, qui vend des hamburgers. C'est juste pas. La moitié de mes collègues sont végétariens. Mais je me disais que la grenade, ça peut-être un peu trop. Mais l'idée, c'est que tu peux t'inspirer d'un peu n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Quand c'est rendu que tu peux juste insulter la moitié de tes collègues en mangeant un burger, là, ça va peut-être pas bien. Ouais, c'est ça. The end is near. Est-ce qu'on passe. Laisse-moi me rendre. On est presque rendu au Schtroumpf. Je veux juste. Okay. Parfait. Bon, Star Wars. Là, je me suis dit, Vincent, là, oui, Vincent. Je me suis dit qu'il y a des vrais experts. Puis, il y a notamment, Joey m'a fait découvrir une prof de l'Université Sherbrooke que je ne connaissais pas, là, Isabelle Lacroix, directrice du département de politique appliquée. Puis, elle, je me suis rendu compte que la moitié de ses publications, peut-être le tiers de ses publications, c'est des trucs, là. Star Wars, inspiration pour le leadership, Stargate, ce genre de choses-là. Donc, Joey avait l'air de se demander de ce qu'elle faisait comme recherche. Là. J'ai été curieux, moi aussi, donc si ça m'intéresse. Mais Star Wars, d'où ça vient? Mais c'est une combinaison de plusieurs choses, évidemment, Lucas, et puis... l'autre barbu, voyons.
Des deux directeurs. Chewbacca? Non, not Chewbacca. de Spielberg, c'est qui l'autre? Lucas. George Lucas. OK, ben oui. Lucas, voilà. Alors, de quoi ils sont inspirés? Ben, tu as la tradition qui est forte aux États-Unis en 1920, Space Operas. C'est vraiment les empires galactiques puis tout ça. Flash Gordon, qui étaient des petits trucs que tu voyais dans les cinémas à l'époque. The Dam Busters, c'est un film qui a eu beaucoup d'influence à un moment donné. C'est comment faire sauter les barrages hydroélectriques en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est pas évident. Il faut que tu amènes ton avion, parce qu'ils n'ont pas de missiles à l'époque. Il faut que tu amènes ton avion, ta bombe est un genre de baril, mais il faut que tu la lâches sur l'eau pour que ton baril arrive, puis rentre dans le barrage. En tout cas, c'est assez compliqué. Si tu veux aller à l'image suivante, les insectes aussi ont inspiré beaucoup de dessins de vaisseaux spatiaux dans Star Wars. L'image suivante. Avant Jordan Peterson, tu avais Joseph Campbell, là, The Hero Myth, The Hero with a Thousand Facts, la quête du héros, puis tout ça. Campbell, tu le voyais tout le temps à PBS à l'époque, là, donc ça a inspiré beaucoup de gens. Dune, que j'ai pas vu, si tu veux, puis un autre, le Fortress, bon, évidemment, un sabre laser, c'est une katana. C-3PO, on dit en français, c'est 3PO. Là. Ouais, c'est ça. C'est inspiré de Bridget Helm là, dans Metropolis. Là, le lien est assez direct. Ah, ouais. Ouais. C'est même pas un personnage original. Non, tu vois, sauf qu'à l'origine, c'est une femme, mais là, c'est quoi qu'enfin, c'est quoi ces 3PO? Là? Ouais, c'est ça. On se pose des questions. Il est non-genré. Ouais, il est non-binaire. Voilà. Évidemment, Darth Vader, c'était un Obergruppenführer. C'était un uniforme nazi avec un crâne. Là. Voilà. Aïe, aïe. Ça, c'est inspiré de qui, ça? Non, c'est ici, on passe à la partie Patreon immédiatement. On se mettra pas dans le marbre. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Jabba the Hutt parle le Quechua, qui était la langue des Incas. Enfin, il parle pas. Là. Il y avait je sais pas si c'est arrivé un peu par hasard, mais il utilise un vocabulaire Quechua, qui était la langue des Incas, puis de plusieurs autres tribus dans les Andes à l'époque. OK. Oui. Okay. Et puis évidemment, Jar Jar Binks. Je sais pas si vous étiez trop jeune pour faire porter attention à l'époque, mais Internet avait des sites Jar Jar Binks Must Die et puis tout ça, fait que l'acteur a songé. Ça m'a apparemment même songé à se suicider. Pourquoi? Parce que Jar Jar Binks parle le patois jamaïcain. Les gens disaient Jar Jar Binks n'est pas intelligent, ils font parler le patois jamaïcain. Donc George Lucas était raciste. Alors qu'en fait, c'est l'acteur lui-même qui avait décidé de développer cette voix-là. Ça a l'air, en tout cas. Ah, man. Aïe, aïe. Voilà. L'art de vouloir tout politiser. Exactement. Padmé, ses costumes sont inspirés d'Asie orientale, donc la Chine, le Japon, la Mongolie. Mais il y a souvent des erreurs dans ce que les gens disent. Si tu vas aller à l'image suivante, ils disent que c'est inspiré, ces costumes sont inspirés en partie du costume des geishas, ce qui est faux. Tu vois, j'ai quand même fait mes recherches et j'ai vu que son costume est inspiré d'une apprentie geisha. Donc, le rouge à lèvres n'est pas le même, sa coiffure, tout ça, c'est différent. Donc, c'est inspiré d'une apprentie geisha, pas d'une geisha. Là, qui est une maiko, c'est ça, exactement. Okay. Voilà. Elle n'a pas encore assez d'heures de service. Exactement. Donc, les costumes en Mongolie au début du 20e siècle, ça avait vraiment l'air de ça. Là, si tu vas ça, c'est Yoko Ono, ça? C'est ça, ça y ressemble. Ça y ressemble. Donc, costume Mongolie, début du 20e siècle, si tu vas aller à l'image suivante. Un autre exemple, c'est costume russe traditionnel. Le show en bas, j'ai jamais vu le show. Là. Comment ça s'appelle? The Great. Ouais, c'est correct. C'est correct. OK, moi, j'ai juste vu des clips amusants, mais ça a l'air que l'erreur qu'ils font avec le costume dans The Great, quoi qu'évidemment, eux, c'est pas l'histoire. Je pense que j'en comprends, ils prennent ça avec un grain de sel. T'aurais jamais eu les épaules. C'est une comédie un peu absurde, là. Fait que, OK, c'est ça. Mais ça a l'air que son costume a un problème parce qu'il n'y aurait jamais eu d'épaule dénudée en Russie autrefois. Voilà. Mais je me disais qu'en dehors d'elle, qui porte des costumes russes traditionnels, ça a l'air que t'en avais dans The Great. OK. L'image suivante. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, évidemment, il y a des Autochtones qui se réapproprient Star Wars. Et on va en venir là, aux Indiens de la côte-ouest. On en a parlé un peu. Mais tu vois, ils ont fait ça, eux autres. Ah, ils ont fait ça. Ça a l'air que c'est correct. Ouais. L'image suivante. Bon, Jabba the Hutt, là, c'est... Encore une fois, tu vois, on paye pour ramasser des trucs de même. Toast à l'avocat inspiré de Jabba the Hutt. Ça n'a pas l'air si bon que ça, je trouve.
j'ai vraiment aucun intérêt pour Tolkien, encore une fois, mais c'est juste que la charge des Rohirrim est inspirée de la charge de la cavalerie lourde polonaise pendant le siège de Vienne en 1683. Donc, si vous ne connaissez pas les Anges de la Mort, là, la cavalerie lourde polonaise avait un style vraiment unique. Ils se mettaient des ailes en arrière qui faisaient un bruit pour effrayer les autres chevaux. Puis, enfin, c'est eux qui ont contribué à sauver la chrétienté. On se rappelle toujours que les Occidentaux étaient en Orient, mais on oublie que les Turcs se sont rendus jusqu'à Vienne, que l'Espagne a été occupée pendant des siècles par les Arabes, puis que les Mongols se sont rendus en Hongrie puis en Pologne. En tout cas, voilà, c'est juste une autre source d'inspiration pour Tolkien. OK, fait que là, on va se rendre à la partie Patreon. Non, c'est pas arrivé pour vrai, ça. C'est arrivé pour vrai au début des années 80. Et, je me rappelle d'avoir lu les Schtroumpfs noirs. Ouais, mais tu vois, moi, j'en parlais à mon stepkid à un moment donné, il y a des Schtroumpfs noirs. Tu commences ça, les Schtroumpfs noirs? Ben oui, les Schtroumpfs noirs. Ouais, non, il n'y a pas de Schtroumpfs noirs, ils sont mauves. Tu commences ça, ils sont mauves. Et c'est là que j'ai découvert que quand les Schtroumpfs noirs ont été traduits aux États-Unis en 1980, ils n'ont pas voulu les mettre noirs, ils les ont mis mauves. Et à partir de là, bon, on va commencer à parler de choses un peu plus offensantes maintenant. Là. Trigger warning, on s'en va dans la partie Patreon. Bon, parfait. Joignez-vous à nous pour la prochaine partie. On y va de ce pas, chers auditeurs.